Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce live, je suis Dr Ismaël Hassani, je suis gastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et comme vous l'avez si bien remarqué, sur cette page, on ne parle pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons tous les sujets de la santé et du bien-être avec les experts adaptés à chaque question. Et ce soir, nous allons parler des cardiopathies congénitales Kwesi qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Boucha, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Ismaël? Je vais bien, merci. Et toi-même? Très bien. Rina, Coucou. ça va? Ouais, et toi? Tu as l'air épuisé là. Ah, journée éreintante. En plus, je sais pas comment Oucha, tu fais pour continuer à faire du contenu. C'est ouf. J'ai dû enregistrer des voix off dans ma chambre. Ça m'a pris du temps. Mon petit criait. Fallait que je ferme la porte, que je cours au fond de la chambre. Bref, c'est compliqué. Courage. Merci. C'est pas évident. C'est sûr. C'est sûr. Alors, bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui commence, Marina, Oui. présente-toi. Donc, moi, c'est Marina Kwesi, cardiologue, exerçant au Sénégal. Et voilà. Chic cardiologue. Je partage aussi du contenu sur Cœur sans frontières. Merci. Boucha. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yehousha. Je suis pédiatre. Je suis d'origine béninoise. Donc, bonne fête à tous les Béninois qui sont là. Merci. Bonne fête de l'indépendance à tous. Donc, j'exerce actuellement en France et je produis aussi du contenu sur ma page Baby Care by Dr David. Et j'essaye de sensibiliser de manière un peu amusante sur la santé, sur la prévention des maladies, les conseils pour les bébés. J'essaye aussi, quand j'ai de gros coups de gueule, de dénoncer les choses qui ne sont pas normales dans notre système de santé, en Afrique de l'Ouest en particulier. Et voilà, j'essaie de le faire en m'amusant, mais ce n'est pas toujours facile. Ouais. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner Baby Care, Cœur sans frontières pour plus de contenu. Alors, ce soir, merci déjà d'avoir accepté de jouer le jeu. Marina surtout. Non, Alors, mais les cardiopathies congénitales, c'est lourd. Hein. oui, mais on va faire une version très digeste ce soir. Ouais, on va essayer. Let's go. Mais docteur, tu t'es pas présenté non plus. Ah? Tu t'es pas présenté. Et pourtant, hein, bon, je reprends quand même. Dr Ismaël Hassani, hépatogastroentérologue, exerçant actuellement au Sénégal. Voilà. Il produit du contenu très intéressant aussi. Qui essaie. Même si parfois il sort des vacances inopinées. Parce que la vie d'adulte attrape souvent la veste. Ah. Ça sert de... Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, nous allons parler des cardiopathies congénitales. Marina, comment définir les cardiopathies congénitales? Ok, donc voilà, les cardiopathies congénitales, ce sont d'abord des maladies du cœur. Ce sont des malformations cardiaques. Donc, quand on dit congénitale, ça veut dire qu'elles se présentent à la naissance. Et il faut savoir qu'on en a des plus simples à des plus compliqués. Donc, la gravité est vraiment variable. Et elles peuvent concerner, en fait, le cœur, il y a beaucoup de cavités. J'avais prévu de dessiner d'ailleurs. Il y a beaucoup de cavités cardiaques. Il faut que je
je peux faire un dessin quand même. J'avais prévu ça. 2 secondes. Donc, comme je disais, il y a plusieurs cavités cardiaques. Donc, ça peut concerner les cavités cardiaques, ça peut concerner les valves et ça peut concerner des vaisseaux. D'accord? Donc, je vous montre rapidement un vilain dessin. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, le cœur, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Il y a des cavités. Donc, ça, c'est les oreillettes. D'accord? On a tous fait biologie, sciences, observation, là. Donc, ça, c'est les oreillettes. Et ça, c'est les ventricules. D'accord? Donc, il y a le côté gauche, là. Et il y a le côté droit, en fait. Le côté gauche, si vous vous rappelez, c'était du sang rouge. Donc, du sang bon en oxygène. Et le côté bleu, c'était le mauvais sang, le sang bleu, le sang pauvre en oxygène, d'accord? Donc, comme je disais, ça peut concerner un peu de tout. Ça peut concerner que la cavité, les cavités là. Ça peut concerner les valves. Les valves, en fait, ce sont ces petites portes, d'accord, qui, en gros, le sang quitte là pour aller là. Donc, il faut que les portes là s'ouvrent pour que le sang descende. Ça peut concerner les parois. Donc, ici, vous voyez, il y a une séparation. Ici aussi, il y a une séparation et ça peut concerner les artères. Les artères, ce sont ces gros vaisseaux en fait qui sortent du cœur. Vous avez l'aorte, la grosse artère grâce à laquelle on est là, hein. Et vous avez aussi l'artère pulmonaire et ses branches. Vous avez les veines pulmonaires, vous avez les veines caves. D'accord? Donc en gros, c'est ça. Et ça se développe de façon anormale, bien entendu. Et il faut savoir qu'il existe beaucoup, beaucoup de malformations cardiaques. Il en existe vraiment de toutes sortes. Et voilà un peu ce que je peux dire sur les malformations cardiaques, les cardiopathies congénitales. Donc, cardiopathie congénitale, malformation cardiaque à la naissance, et qui sont quand même les plus fréquentes des malformations congénitales. Alors, Yehousha, comment savoir si le bébé a un problème cardiaque? Alors, il y a plusieurs manières de savoir. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Oui. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic anténatal, ça veut dire avant la naissance, pendant que le bébé est encore dans le ventre. Le gynécologue, l'obstétricien qui fait l'échographie au niveau du ventre de la maman peut voir si au niveau du cœur, il y a des anomalies. Par exemple, si le cœur ne bat pas bien ou s'il voit qu'il y a des trous dans les cœurs ou il y a des vaisseaux qui ne sont pas placés au bon endroit ou un cœur qui a une forme un peu bizarre, l'échographiste, avant la naissance, peut le détecter. Pour le moment, on n'est pas encore avancé, mais la science évolue et de plus en plus, on est en train d'envisager de faire des chirurgies même sur le bébé pendant qu'il est dans le ventre. Je sais que pour le moment, la seule opération qu'on peut faire pendant que le bébé est dans le ventre, c'est ce qu'on appelle la photocoagulation. Donc, c'est une opération qui permet de fermer des vaisseaux anormaux, surtout quand c'est des jumeaux. Vous savez, parfois, il y a des jumeaux qui naissent et on dit que un a mangé son frère, quelque chose comme ça. Donc, c'est des anomalies dans lesquelles des vaisseaux se placent mal et qui font que un jumeau reçoit plus de sang que l'autre. Donc, dans ce cas, on peut faire une chirurgie pendant la grossesse. Mais pour le moment, pour les maladies du cœur, on ne fait pas encore de chirurgie. Ensuite, à la naissance, dès que le bébé naît, normalement, il respire. Et quand il respire, son cœur doit, en fait, dès qu'il est dans le ventre, son cœur bat déjà. Et quand il respire, il doit pouvoir être capable de respirer l'air naturel sans qu'on ait besoin de lui donner d'oxygène ou quoi que ce soit. Mais quand un bébé naît et a du mal à respirer, il a du mal à tenir à l'air ambiant, on peut suspecter un problème au niveau du cœur. Ça peut arriver aussi un peu plus tard, pas forcément à la naissance. Pendant que le bébé est en train de grandir, on se rend compte que c'est un bébé qui respire pas bien, ou on entend des bruits au niveau du cœur qu'on appelle un souffle. Le médecin, quand il écoute le cœur, il va vous dire, j'ai entendu un souffle, donc c'est un bruit qui est anormal au niveau du cœur. Ou encore, c'est un bébé qui, quand il tète ou quand il prend le biberon, il s'essouffle vite. C'est-à-dire qu'il fait des efforts supplémentaires comme s'il faisait du sport alors qu'en fait, il est juste en train de téter. Il transpire, il a les lèvres qui deviennent bleues ou bien il change on a l'impression qu'il change de couleur même si sur les peaux noires, ça se voit pas trop.
Ou encore, c'est un bébé qui ne prend pas du poids. Il mange bien, il a tout ce qu'il faut, mais il prend pas de poids et on comprend pas. Ou encore, il y a tellement de possibilités. C'est un bébé qui fait tout le temps des infections et on ne comprend pas d'où ça vient. On fait des analyses, on fait des radios, on ne trouve pas. Parfois, ça peut être des problèmes de cœur. Plus tard, quand bébé grandit, il va à l'école, vous remarquez qu'il s'essouffle rapidement quand il joue avec ses camarades, ses frères ou ses copains. Pendant que tout le monde est encore en train de courir, lui, il s'accroupit, il respire difficilement, il se fatigue. C'est un bébé qui peut, pas un bébé, un enfant qui ne peut pas faire de sport. Quand vous avez un enfant comme ça, pensez à l'emmener chez un médecin pour qu'on écoute son cœur et qu'on voit s'il n'a pas de malformation au niveau cardiaque. Un autre cas de figure, parfois c'est de découverte fortuite. Donc, le bébé n'a aucun symptôme, le bébé ou l'enfant un peu plus grand n'a aucun symptôme. On l'envoie chez le médecin, on fait des tests et on se rend compte que, ah, mais il y a quelque chose qui va pas bien au niveau du cœur. Et en faisant des examens, on se rend compte qu'il a ce qu'on appelle une cardiopathie. Et cas plutôt rares, mais qui existent aussi, c'est des enfants qui n'ont eu aucun symptôme pendant qu'ils étaient petits, qui ont grandi normalement et sont devenus des adultes qui ont l'air normal. Et un jour, ils font un malaise et puis on se rend compte que, ah, mais il y avait un problème au niveau du cœur ou au niveau des vaisseaux. Et c'est quelque chose qui a échappé à l'attention pendant qu'il était petit et qui a fait des complications ou qui se manifeste uniquement quand il est grand. Donc ça, c'est à peu près les manières dont on se rend compte que un enfant est porteur d'une cardiopathie, une maladie du cœur. D'accord. Alors, disons, pour les parents, quels sont les principaux signes qui doivent alerter? Mais pour Ah, les, oui. vas-y, vas-y. Bon, pour les parents, si à la naissance, tout s'est bien passé, si votre enfant, il s'essouffle, ou il se fatigue quand il tète, quand il prend le biberon, quand il joue, s'il prend pas bien de poids, s'il ne peut pas faire du sport comme les autres enfants ou même jouer, vous devez l'emmener nécessairement chez un pédiatre ou chez un médecin pour qu'on écoute son cœur ou qu'on lui fasse une radio. Parfois, au niveau de la radio, on peut voir que le cœur est plus gros que la normale, ce qui peut faire penser à un problème de cœur. Ou encore des infections à répétition qui ne passent pas malgré les traitements, malgré plein de médicaments, des analyses qui ne trouvent rien. Il faut penser à un problème de cœur aussi. Alors, les cardiopathies congénitales peuvent être diagnostiquées à la naissance, dans l'enfance ou à l'âge adulte. Voilà. Alors, Marina, quelles sont les causes des cardiopathies congénitales? Donc, par rapport aux causes, il faut savoir que on a identifié certaines affections virales qui peuvent survenir chez la mère. On a également identifié chez la maman toujours la prise de drogue durant la grossesse, ou encore il peut s'agir de maladies héréditaires, ou encore chez la plupart encore on parle aussi de la consanguinité, donc les mariages consanguins, surtout chez nous dans notre contexte, on isole beaucoup les mariages consanguins. Et il faut quand même savoir que beaucoup de cardiopathies, on n'a pas retrouvé de cause particulière, hein. Franchement, on n'en a pas encore retrouvé. On a des mamans qui vont vous dire, bah, je fume pas, j'ai pas pris de drogue, je prends pas de de médicaments particuliers. Dans ma famille, il n'y a pas de pathologie, je comprends pas. Donc, la science on est toujours en train de chercher des facteurs pouvant expliquer ça. Donc voilà à peu près où on en est. Donc, pour résumer, des infections, la prise de substances toxiques chez la maman, la consanguinité, ou parfois pas de cause retrouvée. Alors, Yehousha, quelle prise en charge pour les maladies, pour les malformations cardiaques? Alors, pour les malformations cardiaques, on a plusieurs types de prise en charge, mais ça va dépendre plutôt de à quel niveau se situe la malformation. Si c'est une malformation qui nécessite une opération ou qui n'en nécessite pas. Il y a quelques maladies, quelques malformations du cœur qui apparaissent à la naissance et qui peuvent disparaître toutes seules. En général,
médecin ou le pédiatre va vous adresser chez le cardiologue qui va faire des examens et qui va vous donner des rendez-vous de suivi quand c'est pas une maladie, une cardiopathie qui nécessite une opération. Et dans ce cas, on fait un suivi juste quelques mois, parfois quelques années, et ça disparaît tout seul. Il n'y a pas de traitement. Mais il y a d'autres cardiopathies qui sont beaucoup plus complexes qu'il faut opérer, soit dès la naissance, soit dans les premières années de vie pour que ça ne crée pas de complications. Et quand c'est des maladies, des cardiopathies qu'on ne peut pas opérer, là, il faut mettre un traitement qu'on appelle un traitement palliatif, donc qui va aider l'enfant à se sentir bien en attendant, je ne vais pas dire en attendant la mort, mais pour lui faciliter au moins la vie de tous les jours, parce que malheureusement, c'est des cardiopathies qu'on ne peut pas soigner. Donc, de manière globale, c'est ça la prise en charge. Ce que je veux rajouter par il y a très peu d'hôpitaux, que ce soit au Bénin ou au Sénégal, d'après qui sont les pays que je connais, où on opère facilement les cardiopathies. Moi, j'ai vu pour la première fois un enfant qui a été opéré d'une cardiopathie qu'on appelle la tétralogie de Fallot en France. Et quand je l'ai vu, j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu un enfant qui avait pu être opéré assez tôt et qui avait une vie normale. Donc, malheureusement, ça s'opère difficilement. Donc, plus tôt vous le savez, plus tôt le diagnostic est fait, et plus vite on peut commencer les démarches pour essayer d'opérer l'enfant parce que la liste est longue. Il y a très peu d'hôpitaux, il y a très peu de spécialistes, il n'y a pas un très bon plateau technique dans certains hôpitaux pour les opérer. Voilà. Donc, la prise en charge dépend du type de malformation. Oui. Donc, allant du suivi, un suivi régulier, à la chirurgie, en passant par un traitement médical en fonction de la malformation diagnostiquée. C'est ça. Tu as si bien planté le décor en parlant du Bénin et du Sénégal. Nous allons parler du Sénégal et demander à Marina de nous dire quel est le pronostic des malformations cardiaques au Sénégal. Par rapport au pronostic, on n'a pas d'études en tant que telles. J'ai regardé, j'ai cherché. Mais en gros, il faut savoir quand même qu'au Sénégal, on arrive à prendre en charge plusieurs des cardiopathies congénitales, quand même, une bonne partie. C'est les très complexes, c'est-à-dire celles qui ont vraiment besoin des dérivations, etc., qu'on n'arrive pas à faire avec notre plateau technique ici. Et encore que il y a des missions qui sont organisées quand même pour présenter certains cas complexes. On a des cardiologues qui viennent d'Europe et qui, avec le personnel local, ben, ils travaillent et ils arrivent à faire certaines chirurgies complexes. Maintenant, comme je disais, je pense aussi que le pronostic aussi dépend du diagnostic. Je crois que c'est le vrai problème qu'on a actuellement, c'est un problème diagnostique. On a beaucoup de cardiopathies congénitales qui sont pas vues à la naissance. Il y en a beaucoup où les parents, ils fuient, c'est-à-dire ils sont au courant que l'enfant a une cardiopathie, mais soit ils veulent pas faire face à la réalité, soit c'est que c'est des montants trop élevés, ils ont peur des hôpitaux, je ne sais pas, et ils fuient, et du coup le patient arrive à un moment, l'enfant est vu à un moment en fait où c'est presque trop tard, parce que comme disait docteur Yehousha, l'idée, c'est de vite opérer avant que les complications s'installent. Quand je parle de complications, vous avez vu, c'est des cavités cardiaques. Il y en a qui vont devoir travailler contre des pressions très fortes ou d'autres qui vont pas du tout travailler. Et quelque chose qui ne travaille pas, bah, il devient tout petit et on peut rien faire avec. Donc la chirurgie est pas possible. Ou alors le muscle devient vraiment affaibli et pareil, même si on t'opère, bah, tu n'auras pas un bon pronostic. Donc c'est un peu ça, je pense, qui actuellement devrait peut-être pouvoir aider à encore plus améliorer le pronostic au Sénégal. Donc, je pense que, comme elle disait, hein, moi, j'ai vu des tétralogies de Fallot opérées au Sénégal comme à l'étranger.
Parce que comme docteur Yehousha l'a dit, au Sénégal, bon, en Afrique, on va dire en général, hein, on n'avait pas encore le plateau technique avant, et si bien qu'on travaillait avec beaucoup d'organismes comme, comment on les appelle les gens là? Il y a un organisme là qui prenait en charge beaucoup d'enfants cardiopathes et qui les envoyait se faire opérer en Suisse, par exemple. Mais maintenant, le plateau technique est là, mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup de cardiopathes sont vus trop tardivement. Oui. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, le pronostic dépend du diagnostic, en fait. Voilà. Moi, Je sais pas juste s'il pour y a... ajouter, excuse-moi, oui, vas-y, Non, finis. Et, vas-y. euh, comme je disais, il y a que les plus complexes qu'on n'arrive pas encore à opérer. Pour donner des exemples, les plus simples, c'est tout ce qui est CIA, CIV, les caves, les tétralogies, certains VDDI. Donc voilà, c'est vraiment les plus complexes là où il y a les dérivations à faire, où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Yehousha, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, je me rappelle, il y a plusieurs situations dans lesquelles il y a des enfants qui viennent à l'hôpital. On explique aux parents que c'est une chirurgie et qu'en attendant, il faut que l'enfant reçoive de l'oxygène ou qu'il soit mis sous un certain traitement. Et ils vous disent, non, mais mon marabout a dit que c'est un problème de sorcellerie ou que si on fait un traitement avec telle ou telle chose, ça va marcher. Juste pendant qu'on est là, je profite pour sensibiliser sur ce fait-là. S'il y a une indication de chirurgie, il n'y a aucun traitement, que ce soit médical, que ce soit phytothérapeute, que ce soit traditionnel, qui va calmer les choses. Même si votre marabout ou votre guérisseur ou je ne sais pas qui vous propose quelque chose, si vous avez de la chance, ça va calmer un moment, mais ça ne va pas régler un problème parce que c'est des malformations, c'est des organes qui ne se sont pas bien formés pendant la grossesse. Donc vraiment, évitez de gaspiller votre argent dans des traitements qui n'en valent pas la peine, qui n'ont pas été démontrés et faites confiance au personnel médical. Parfois même, il y a des structures qui accompagnent, comme elle a dit, docteur. Merci pour le complément très important. Alors, peut-être aussi que les parents sont réticents. Marina, quel est le devenir des patients en post-opératoire après la chirurgie? Donc en post-op, on va dire post-op immédiat. Les suites opératoires, c'est des chirurgies à cœur ouvert, hein. Je pense que ce qu'on redoute le plus, c'est d'abord l'infection. Donc, si vous allez au service de cardiologie de FAN, de chirurgie cardiaque, ils sont très, très rigoureux sur quand même tout ce qui est propreté, etc. Parce qu'ils savent que c'est des cardiopathies et que c'est des chirurgies à cœur ouvert. Donc, l'idée, c'est de limiter tout ce qui est infection. Et après les infections, bien sûr, on fait le suivi des patients parce qu'il faut vérifier que tout est rentré dans l'ordre progressivement, que le matériel qu'on a mis marche bien, etc., etc. Donc voilà, là encore ça va. Après, il y a le suivi aussi à moyen terme. Et là, ça dépend aussi de la compliance du patient. Il faut que le patient vienne à ses rendez-vous. Euh, et enfin, comme je dis, il y a certains patients quand même qui, au bout de 3 5 ans, si le suivi est bon, écoutez, on peut tourner la page. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà quoi, c'est réglé. C'est comme si il est réparé. Comme on a des patients, malgré le temps, les 3 5 ans qui soient passés, que tout se passe bien, bah, il va falloir qu'on continue à les suivre. C'est-à-dire le pédiatre va continuer à les suivre, mais il faudra préparer cette transition, c'est-à-dire ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, même pas de l'adolescence, oui, tout simplement de l'enfant à l'adolescence, parce qu'après 15 ans, oui, il laisse le pédiatre pour passer chez un cardiologue adulte, et là, le cardiologue adulte a toute sa place. Il faudra accompagner l'enfant, le suivre, vérifier tout le temps le fonctionnement du matériel qu'on a mis. Comme je disais, c'est des enfants qu'on a opérés quand ils étaient enfants, donc ils vont grandir. Des fois, le matériel devient trop petit, il faut le changer. Des fois, la valve, le matériel qu'on a mis va être défectueux. Il faut également
le changer. Donc voilà, quand ils deviennent adultes, il faut qu'ils continuent de venir chez un cardiologue adulte. Et je pense que là, tout le monde doit être impliqué, aussi bien le pédiatre qui doit parler à l'enfant très tôt pour lui expliquer en gros, ben voilà, tu avais un bobo au cœur, on a fait une chirurgie, tu auras une vie normale avec l'aide des médecins et bientôt tu vas devenir adulte, tu vas me laisser, mais il faut que tu ailles chez le cardiologue qui va maintenant prendre le relais avec toi et ensemble, on va y arriver, vous allez y arriver en fait. Donc moi, je pense que c'est surtout ça. Parce que les complications, quand ils deviennent adultes, ils sont aussi confrontés à d'autres complications, notamment les troubles du rythme. Les troubles du rythme, c'est quand le cœur s'emballe, en fait. Je vais faire court. Et il peut y avoir des infections. Il y a des troubles du rythme qui peuvent donner des AVC. Il y a certains qui auront des matériels qui peuvent entraîner des AVC. Vraiment, il faut un suivi, en fait. Il ne faut pas juste disparaître comme ça. Et je crois que pour ça, il faut que tout le monde s'implique, que ce soit le pédiatre qui va préparer l'enfant progressivement, les parents qui vont le préparer et le cardiologue adulte qui va rentrer dans la danse. Et pareil, le cardiologue adulte doit tout faire pour vraiment comprendre l'enfant et, bon, cet enfant qui est devenu adulte, bien sûr, et l'aider vraiment dans l'insertion de tous, de tout, quoi, sur le social, que ce soit professionnel, que ce soit sa vie de tous les jours, faire du sport, faire manger bien, etc. Parce que là, il devient un terrain. C'est-à-dire que c'est une cardiopathie congénitale opérée. Ça le suivra à vie. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est tout faire pour qu'il ait toujours un bon risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que son risque cardiovasculaire soit pas catastrophique, et l'accompagner, en fait. Voilà. Donc, en gros, je dirais que c'est ça, en termes d'adultes. Accompagner professionnellement. Par exemple, nous, en Afrique, il y a des trucs, on ne peut même pas trop discuter avec les malades. Par exemple, si je dis qu'on doit lui mettre une valve, je ne peux pas vraiment lui donner le choix. Valve mécanique ou valve l'autre valve, la bioprothèse, parce que du coup, euh, en Europe, par exemple, ça, c'est un choix que tu peux laisser à ton patient. Puisqu'il peut te dire, moi je fais, je sais pas, moi je suis maçon par exemple, je suppose. Du coup, j'ai pas du tout envie de faire la prothèse mécanique, vu que je vais prendre des anticoagulants à vie, je peux me blesser à tout moment, j'ai pas envie, je suis d'accord pour qu'on me change ma valve chaque fois que possible. Mais nous, en Afrique, c'est même pas possible, on n'a pas le plateau. C'est-à-dire qu'au moment où il faudra changer, la personne va te dire, j'ai pas l'argent. Ouais. Donc, nous, par exemple, même les valvulaires, on va vers du mécanique, on n'a pas le choix. Parce que le plateau, nos réalités sont complètement différentes. Donc, Mhm. en gros, c'est un peu ça. C'est vraiment être avec eux, leur parler. Et moi, je pense que les cardiopathies congénitales, il y a beaucoup de psychologie aussi qu'il faut faire avec eux. C'est vraiment pas évident d'être à part, quoi, de savoir qu'on a un cœur réparé, d'avoir passé quand on était enfant, différent des autres. Et voilà. Donc, pour le pronostic à long terme, je dirais que c'est plutôt ça. C'est ça les challenges, en fait. Donc, donc, même atteint d'une cardiopathie congénitale, on peut mener une vie Ah oui, épanouissante, mais oui, l'aspect le plus important, c'est le suivi. Le exact. suivi plus. Non. C'est un suivi à vie. Oui. Ouais. Et Richard, Oui. alors, comment prévenir les cardiopathies congénitales? Alors, comme docteur Marina l'a dit tout à l'heure, on ne connaît pas vraiment les causes. On sait qu'il y en a certaines qui sont identifiées, qui sont en fait des facteurs de risque, mais pas vraiment des causes. Donc, la meilleure manière, c'est d'agir sur ces facteurs de risque en essayant de les éviter au maximum. Elle a parlé tout à l'heure des infections. Donc, on sait qu'il y a certaines infections qui, pendant la grossesse, peuvent donner des malformations au niveau du cœur. Il faut il y a des tests qu'on fait pendant la grossesse pour savoir si on a ou pas ces malformations, ces infections. Donc, un suivi régulier pendant la grossesse permet de savoir si ces infections sont présentes et parfois on peut même les traiter à temps pour éviter que ça entraîne des malformations au niveau du cœur ou d'autres organes. Ensuite, en dehors des infections, on a aussi ce qu'on appelle des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire que pendant que le bébé était à la phase de fécondation, division cellulaire, tout ça. Je vous envoie en biologie. Mais bref, pendant que le bébé était tout petit comme ça, comme un petit caillou,
il y a eu des cellules qui se sont mal positionnées et qui ont fait que l'enfant a des problèmes au niveau de son ADN. Et on sait que certaines maladies de l'ADN peuvent s'accompagner de maladies du cœur. Et une maladie qu'on connaît souvent, c'est ce qu'on appelle la trisomie 21, qu'on appelait avant les enfants mongols, mais ça ne se dit plus. Et c'est une maladie dans laquelle on retrouve souvent des problèmes du cœur. Donc, si vous savez que votre enfant a une trisomie 21, il faut nécessairement qu'il ait un suivi chez le cardiaque pour qu'on puisse savoir à temps s'il a une malformation au niveau du cœur. Une autre des causes qu'on peut éviter, c'est les toxiques, l'alcool, le tabac, les drogues, les médicaments. Aujourd'hui, pendant que j'étais aux urgences, on a appelé pour savoir, il y a une dame qui a pris de l'ibuprofène pendant qu'elle était enceinte. Je ne sais pas si elle a, enfin, je suppose qu'elle ne savait pas et qu'elle l'a pris par inadvertance. Donc, toujours demander à votre médecin quels médicaments vous pouvez prendre pendant la grossesse pour éviter que ça ait des complications chez l'enfant. Parce que l'ibuprofène, par exemple, c'est un médicament qui peut donner euh, des malformations au niveau du cœur ou des vaisseaux. C'est un médicament très banal qu'on prend pour les maux de tête, mais qui peut donner des problèmes au niveau du cœur. À part ça, il y a aussi les eaux toxiques, les drogues. Je sais qu'en Afrique, à ma connaissance, on n'est pas très friand de ça. Mais ici, j'ai vu beaucoup de mamans et de parents en général qui consomment du cannabis et du tabac pendant la grossesse. Donc, éviter au maximum, que ce soit la maman, mais le papa aussi, parce qu'en fumant à côté de la maman, il crée un environnement qui est toxique et voilà, qui peut créer des maladies à l'enfant. Et enfin, aujourd'hui, on est dans un environnement qui est de plus en plus pollué et on n'a pas encore suffisamment d'études pour savoir ce que vont donner les produits de ménage qu'on utilise tous les jours, euh, le plastique, les produits qu'on met dans les cheveux, surtout nous les femmes, le maquillage, les parfums, les vêtements qu'on achète n'importe où. Donc, il faut vraiment faire le maximum qu'on peut pour limiter les, les toxiques dans notre environnement. Donc, consommer au naturel, acheter des produits dont vous maîtrisez l'origine. Essayez de lire les étiquettes. Les produits sur lesquels on met plein d'ingrédients avec des E, des F, plein de trucs. Vous les évitez au moins pendant que vous êtes enceinte parce que vous ne savez pas ce que ça va donner à votre enfant. Et quand vous êtes malade, allez directement chez le médecin. Ne faites pas de l'automédication. N'allez pas à la pharmacie demander à des gens qui ne maîtrisent pas toujours ce qu'il faut prendre. Allez directement chez votre gynécologue ou votre sage-femme et posez des questions pour éviter, voilà, de vous faire du mal et de faire mal aussi à votre bébé. Donc voilà en gros pour les moyens qu'on peut utiliser pour prévenir les cardiopathies. Éviter les mariages consanguins. Et éviter les maladies consanguines. Ça je ne peux pas le dire au Sénégal, mais Merci. j'ai une petite anecdote. Il y avait une famille, un couple, pas une famille, qui a mis au monde de manière successive, je pense, 2 ou 3 enfants mal formés qui naissaient, vivaient, je pense, 1 ou 2 mois et décédaient. Et il y a une de nos chefs en pédiatrie pendant que j'étais à Dakar qui leur a dit, écoutez, c'est le fait que vous soyez parenté qui fait que vos enfants naissent avec autant de maladies. Ils étaient vraiment cousins directs. Et elle leur a dit ça cash, mais ils sont pas revenus, hein. C'était impensable d'envisager de dissoudre le couple parce que c'est un contexte familial, religieux, c'est toute une communauté qui est liée à travers ce mariage. Donc, ils ont accepté de mettre au monde des enfants malades avec des malformations plutôt que de... Voilà, Les enfants. les réalités. Oui, du terrain. Merci, Yehusha. Alors, s'il y a des questions, on les prend. Sinon,
Mot de fin et puis on va fermer la session tranquillement. Je pense que ça a été très clair, très instructif. Est-ce qu'il y a des questions ou non? On a tout compris. Non, 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 Vous non. avez eu des questions entre-temps? Non. Bon, très bien. Euh, Mot de fin. Marina. Je pense que moi, mon mot de fin, en fait, c'est revenir sur l'activité physique. Je pense qu'avec Yehusha, je pense il y a 2 semaines, on en a parlé. Et je tiens à dire que même pour les enfants qui ont été opérés de cardiopathie congénitale, faut pas leur dire qu'ils peuvent plus bouger, faut pas avoir peur de les laisser revivre parce qu'ils ont besoin de bouger. Et c'est vraiment très rare que un cardiologue, un cardiopédiatre interdise le sport à un patient qui a une cardiopathie congénitale. Il y a vraiment encore quelques petits il y a peut-être 2 ou 3 contre-indications ou bien 6. Et encore là, je parle de sport de compétition. Mais tout Mhm. ce qui est sport modéré et tout ce qui est activité physique modérée, il faut laisser les enfants y aller, quoi. Parce que nous, après, les cardiologues adultes, on a un problème. C'est qu'un enfant qui n'a pas été habitué à faire du sport, quand il devient adulte et que vous lui demandez de faire du sport, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas. Il va vous dire qu'il n'a pas le temps, il va vous dire que voilà quoi. Donc moi, rien que pour ça, moi c'est ça mon plaidoyer en fait. Laissez vos enfants bouger, c'est important. Ils ont besoin de bouger et ça s'apprend dès qu'on est enfant. Parce que quand on sera adulte, bah, ça doit être inné. Voilà. Et pareil aussi pour l'alimentation. Veillez à ce que les enfants mangent bien, de façon complète, histoire que quand ils deviennent adultes, bah, ils prennent le pli. Sachant que c'est des cardiopathies congénitales, c'est des terrains. Donc, tout ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils fassent d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète, l'hypertension artérielle, qu'ils fument, qu'ils mangent mal, qu'ils développent des dyslipidémies, etc. Voilà. Merci. Alors, il y a une question, docteur Eussou. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un diagnostic anténatal? Oui. Et Oui, 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 il y a une possibilité. Je pense qu'on en avait parlé. Donc, le diagnostic anténatal, c'est pendant les échographies qui sont faites pendant la grossesse. Mais il faut vraiment que ce soit fait par quelqu'un qui sait, qui maîtrise très bien les échographies obstétricales. Donc, n'allez pas juste chez un radiologue faire une échographie parce que le radiologue qui regarde le ventre n'est pas aussi expert que qu'un gynécologue ou une sage-femme qui a passé toute sa carrière à regarder des bébés dans un utérus. Donc, allez vraiment chez des gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est ça le principe du diagnostic anténatal. Et je voudrais rajouter également que il y a durant la grossesse, il y a une période, par exemple, où on doit vérifier si l'enfant a une trisomie, par exemple. Donc, dès qu'on voit qu'il y a une trisomie, bah, c'est le moment, par exemple, de s'atteler à chercher une cardiopathie congénitale chez cet enfant. Et comme disait Dr Yehusha, il faut vraiment aller vers des spécialistes. Il y a des obstétriciens qui sont spécialistes d'échographie fœtale, donc ils les font. Et quand il y a un doute ou souvent même ce genre de patient, c'est tellement rare que lorsqu'il y a un problème, bah, on passe au cardiologue qui également, il y a des cardiologues qui sont spécialistes des échographies cardiaques fœtales afin de vraiment poser le diagnostic en fait. Et vraiment, ça se fait vraiment en concerto. Donc, souvent, c'est Mhm. des réunions multidisciplinaires et tout le monde discute et vraiment on pose le diagnostic. Donc, bon, par rapport au diagnostic anténatal, c'est tout ce que je voulais rajouter à ce que Dr Yosha a dit. on a parlé dans les causes de certaines infections. Les principales, quelles sont les infections à rechercher Alors, les déjà? infections qui sont connues pour donner des malformations chez les enfants, c'est la toxoplasmose, la rubéole, la syphilis, l'infection à ce qu'on appelle cytomégalovirus, Virus, ouais. l'infection à l'herpès aussi parfois. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Le Zika. Le virus du Zika aussi peut parfois donner des malformations au niveau du cœur, au niveau du cerveau et tout ça. Mais au niveau du cœur spécifiquement, je pense que c'est le virus de la rubéole qui est le plus, de la rubéole et du cytomégalovirus qui est le plus incriminé. Et Et du coup,
Ces infections sont recherchées par les gynécologues dès le premier trimestre. C'est ça, Ouais. c'est ça. D'où, ne fuyez pas quand on vous demande de faire des analyses, s'il vous plaît. Et faites Il y a vos des gens vaccins, qui disent, les anti-vaccins, là. voilà, il y a des gens qui disent, nos mamans au village, elles n'ont pas connu tout ça. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de, je sais pas, il n'y avait pas autant de maladies, de un, et de deux, les gens mouraient pendant l'accouchement, les enfants aussi bien que les mamans. Donc, on a évolué. Donc, pourquoi on a des moyens de diagnostic et on accepte encore de souffrir? Donc, ne fuyez pas quand on vous demande des analyses, s'il vous Ça, plaît. c'était avant. Ça, c'était avant. Alors, Barbara, quel est le risque de mortalité quand on découvre la cardiopathie chez l'enfant? Marina. Bah, comme j'ai dit, c'est vraiment variable. Ça dépend vraiment de la gravité, en fait. On a des cardiopathies qui sont vraiment tolérées. Après, comme je dis, tolérées, ça dépend vraiment, quoi. Genre, on a des cardiopathies, par exemple, qui sont tolérées. Comme docteur Yahucha y a dit, il y a des cardiopathies qui vont se régler toutes seules. Il y en a d'autres qu'il faut opérer. Il y en a d'autres qui sont pas simples, qui sont pas compliquées, mais que les gens n'opèrent pas et qui, du coup, deviennent compliquées. Parce qu'il y a des contre-indications à l'opération et du coup la personne est obligée de vivre avec ce cœur qui est défectueux. Donc voilà un peu par rapport à ça. Donc, mais en gros, quand une cardiopathie n'est pas prise en charge, l'espérance de vie n'est pas du tout importante. Actuellement, on a un beau recul parce que maintenant, on a des cardiopathies qui sont prises en charge. En tout cas, en Occident, les cardiopathies sont presque toutes prises en charge. Et du coup, 9 sur 10 des malades, quand même, arrivent à l'âge adulte et vivent très bien. En Afrique, je pense qu'on va tendre vers là, vu que maintenant, on arrive à les diagnostiquer, à en diagnostiquer beaucoup plus qu'avant, à les opérer. Mais comme je dis, on a quand même un retard diagnostique qui est là et on a l'éducation de la population à faire aussi. Parce que des fois, le diagnostic est posé, mais comme je dis, les patients disparaissent avec les enfants à cause de croyances comme culturelles, comme a évoqué Dr Yosha. Il y a aussi peu de structures habilitées à prendre en charge ces cardiopathies. Oui. Il n'y a pas beaucoup de centres dans nos pays qui s'occupent de ces Mais on pathologies. se connaît, hein. En fait, je veux dire, on les connaît. C'est-à-dire, actuellement au Sénégal, tu entends un souffle, tu envoies à Albert Royer. Albert Royer saura qui devant. Je veux dire, il y a un circuit qui est Oui, fait. oui. Si les gens passent par le bon circuit, quoi, je veux dire. C'est vrai, Alors, mais il y a quelque chose que docteur Ewusu a dit qui est vrai, c'est que le coup de décourage, je me rappelle, il y avait des enfants qu'il fallait opérer et pour lesquels il fallait payer 3 millions, 6 millions. Et c'est des parents qui sont revendeurs, c'est des parents qui sont, comment on les appelle? Des chauffeurs de car rapide. Donc, comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui gagne, je sais pas, 50 000 francs CFA par mois puisse payer une opération qui coûte des millions? Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a, je pense, hein, à ma connaissance, il y a un seul centre en ce moment à Dakar qui opère les enfants atteints de cardiopathie. Donc, la liste d'attente, elle est longue, non seulement pour les rendez-vous, mais pour les opérations aussi. Ce qui fait que les gens perdent du temps à trouver l'argent et une fois qu'ils ont l'argent, parfois il faut attendre maintenant qu'il y ait de la place pour se faire opérer. Et les maladies ont le temps de se faire, De de, s'installer, de, de, de ouais, s'installer, de se de compliquer se au point où on compliquer. ne peut même plus opérer. Donc, c'est vraiment important, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire le diagnostic plus tôt, étant donné la longue démarche déjà du processus pour se faire soigner. Plus vous commencez tôt, plus vous avez des chances de vous faire opérer ou de vous faire accompagner par des structures qui peuvent prendre en charge votre opération. Ouais. Voilà, la structure à laquelle je pensais, c'était Terre des Hommes. Donc longtemps, c'était Ok. Terre des Hommes qui opérait, qui envoyait beaucoup d'enfants africains un peu partout, au Sénégal, au Bénin aussi, qui Mhm. envoyait beaucoup d'enfants quand même se faire opérer à l'étranger. Je pense Oui. qu'il y en a encore un Oui. peu, quelques-unes qui Oui. continuent de faire ça. Donc Mhm. voilà. Il y a beaucoup d'associations en fait, mais il faut déjà commencer la démarche. Vous pouvez pas rester Oui, chez vous et dire je n'ai pas et l'argent voilà, et ouais, espérer que des voilà. solutions se créent. Il faut se Donc il rapprocher du faut, personnel voilà, médical, ouais. si vous tombez sur des gens qui vous aident, ça va régler beaucoup de problèmes. Très bien. Yahucha, mot de fin. Et puis, oui.
Alors, merci beaucoup à Ismaël et Marina de nous avoir donné l'opportunité de discuter de ce sujet qui est très intéressant, les cardiopathies congénitales. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que quand j'ai fait mes stages à Dakar, j'ai vu beaucoup d'enfants pour lesquels on a couru entre le Cuomo, euh, Albert Royer et d'autres centres pour avoir des échographies, pour négocier. Des fois, on appelait des collègues, on négocie, on dit, est-ce que tu peux me voir tel enfant gratuitement? Ils acceptent. Et ensuite, on ramène l'enfant. On fait beaucoup de sacrifices. On fait beaucoup de choses illégales, mais bon, ça reste entre nous, pour pouvoir donner de la place à des enfants, pour leur accorder la chance d'être sauvés. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, dans notre contexte, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire tout pour éviter d'avoir les maladies, mais parfois, on ne peut pas. Et quand ça vient, il faut vraiment aller très vite consulter, aller euh, rester vraiment proche du médecin, suivre le traitement, les recommandations qu'on vous fait et rester assidu par rapport au suivi pour pouvoir avoir un traitement efficace le plus tôt possible. Sinon, c'est des complications et c'est des décès qui peuvent être parfois évités. Donc voilà pour mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont participé ou interagi lors de ce live. Marina, Yosha, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Marina Au n'a pas revoir et dit son merci. mot de fin. Non, mais je te rejoins totalement, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut savoir que nous, les cardiologues, les cardiopathies congénitales, c'est vraiment triste. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait pédiatrie de base. Et c'est vraiment très difficile de voir un diagnostic pareil, c'est lourd. Et après, comme elle dit, Usha, tu es engagé en fait. C'est-à-dire, dès que tu poses le diagnostic, tu es engagé pour la prise en charge. Tu veux tout faire pour que le patient soit opéré. Donc, franchement, si vous trouvez un médecin, restez collé à lui. La prise en charge aura lieu parce que le médecin veut que la prise en charge ait lieu. Donc, tout le monde va s'y mettre. Et le médecin est la personne habilitée à contacter la personne qui est au-dessus, qui peut débloquer les niveaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester collé au médecin. Et c'est vraiment des cardiopathies qui nous touchent. C'est des petits anges qui n'ont rien demandé. On voit des parents qui sont vraiment désespérés et tout ce qu'on a envie de faire, c'est de leur redonner le sourire. Donc, on est très, très content, franchement, d'avoir pu partager dessus. Moi, au début, j'avais des appréhensions parce que, comme j'ai dit à docteur Gaffard, c'est vraiment très, très complexe. Comment vous expliquer ça? Et franchement, c'est venu tout seul finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité, docteur Gaffard, docteur Yausha. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Bonne soirée à tous. Merci. Bye. À Ciao, ciao. bientôt. À bientôt.